Le meurtrier du docteur Alban Gervaise, poignardé à Marseille en 2022 devant l'école de ses enfants, ne répondra jamais de ses actes devant la justice, puisque les juges ont décidé de suivre les expertises psychiatriques qui concluent à l'abolition du discernement du meurtrier en le rendant pénalement irresponsable. Et forcément, c'est une annonce difficile pour Christelle Gervaise, la veuve de la victime, invitée ce matin d'Europe 1. J'aimerais qu'il y ait un juge d'application des soins, que les psychiatres qui autorisent la sortie de ce patient engagent leurs responsabilités sur le plan médical, comme le font finalement tous les médecins quand ils décident de laisser sortir un patient des urgences, du bloc opératoire, etc. On a demandé que le meurtrier d'Alban ne se présente pas dans les Bouches-du-Rhône. Et ça nous a été refusé. On nous a même refusé un éloignement hors de la ville de Marseille. Ça, je pense que ce n'est pas acceptable pour mes enfants et moi. Alors, mes enfants, pour être honnête, je leur ai menti. Je leur ai dit qu'ils n'auraient pas le droit de venir sur le département. Ce n'est pas le cas. Et je pense que nous, ça nous expose quand même à une inquiétude bien trop importante. Vous avez peur de le recroiser ? Bien sûr. Il est venu 2 fois devant l'école où étaient scolarisés mes enfants et où Alban a été tué. Il est venu le vendredi, il est revenu le mardi. Son téléphone avait borné les jours précédents déjà dans le quartier. Bien sûr que c'est quelque chose qui me terrifie. Voilà, Christelle Gervaise ce matin au micro de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Il y a de la colère, il y a de l'indignation, de l'inquiétude et aussi des questions. Alors je vous la pose, Gilles-William Gonaldel, est-ce qu'il faut judiciariser le parcours des criminels atteints de troubles psychiatriques ? Écoutez, moi j'ai connu ça dans l'affaire Sarah Halimi. Et d'ailleurs ça se ressemble. Parce qu'on nous a expliqué, d'abord les psychiatres, les experts psychiatres judiciaires n'étaient pas d'accord entre eux. Et il y en avait qui pensaient qu'il était responsable et l'autre qui pensait que puisqu'il s'adonnait au cannabis, il avait des bouffées délirantes lorsqu'il s'adonnait au cannabis. Très bien. Donc, du coup, effectivement, c'est une frustration terrible pour la famille qu'on peut imaginer. Mais ce qui est encore pire, c'est que dans ce là genre aussi, on est sur un consommateur de cannabis pareil, qui n'avait pas de casier judiciaire, mais des condamnations. C'est la même histoire. C'est d'une certaine manière. Ce qui veut dire que il va être sevré de cannabis. Donc, en toute logique, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, je ne sais pas, il pourra ressortir. Et donc, à nouveau, il pourra s'adonner également au cannabis et être à nouveau dangereux. C'est terrible, non seulement sur le plan moral, mais c'est terrible également sur le plan de la prophylaxie par rapport... Voilà. Et ce qui est terrible aussi, je termine là-dessus, c'est qu'en plus, en France, si vous voulez, s'il n'y a pas de responsabilité pénale, c'est que d'une certaine manière, c'est plus un fait de société. Je peux vous dire qu'en Norvège, avec Breivik, qui était tout aussi spécial que cela, là, on y a vu quand même quelque chose de politique. On a publié la liste des intellectuels français qui lisaient du Breivik tous les jours. Donc, il y a aussi une sorte d'échappatoire politique dès l'instant où on peut se protéger derrière la psychiatrie. Vous parlez de responsabilité, Gabriel Cluzel, il y a aussi la responsabilité des médecins. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, quelque part, engager leur responsabilité Écoutez, vous avez raison. Alors, je pensais aussi au cas de Sarah Halimi. Il y a aussi le cas de Timothy Bonnet à Villeurbanne, vous savez, qui a été poignardé à l'âge de 19 ans. C'est un jeune apprenti pâtissier qui était très prometteur, qui avait même fait un stage dans les cuisines de l'Élysée. Il allait à un concert, il était à un abri de bus et je crois que c'était un réfugié afghan qui l'a poignardé, agressé en criant Allahu Akbar. Voilà. Et de la même façon, on a conclu à l'irresponsabilité. Il se trouve que je suis en contact avec quelqu'un de sa famille qui est proprement révolté. Parce qu'il m'explique qu'en plus, qu'aujourd'hui, au-delà de la grande frustration de ne pas avoir de procès, avoir de procès, puis c'est un peu, Gilles William a raison, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Une fois qu'on a décidé que le gars était fou, on dit oui, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, il était fou, mais il pas assez cependant pour ne pas être motivé par des raisons religieuses. Quand vous criez Allahu Akbar, il y a quand même une motivation religieuse. C'est pas, il y a quelque chose derrière. Bref, et donc au-delà de cette frustration de ne pas avoir de procès, il y a aussi la peur, c'est ce qu'a exprimé Madame Gervaise, de voir sortir l'assassin. Oui, parce qu'on n'a aucune information sur la durée. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que elle avait aucune information sur la durée et même sur le lieu où il était détenu. Il me dit, on essaie d'envoyer des colis et on se dit que si nous reviennent avec la mention, il n'y a plus d'adresse, il n'y a plus de correspondant, je ne sais pas quelle est la mention de la poste exacte. Eh bien, on saura
prouvera ainsi qu'il n'est plus dans cet hôpital psychiatrique-là. Vous voyez, cette confusion, cette grande ignorance dans laquelle sont tenues les familles, qui génère à la fois de la colère et de la peur. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça me semble extrêmement important à signaler. Et deuxième point aussi, vous savez, on nous répète à l'envi que nos hôpitaux psychiatriques sont débordés. Oui. Vous êtes d'accord, hein? On nous dit c'est affreux. Eh bien, dans les critères pour accueillir des réfugiés, il y a des critères de soins et notamment les maladies psychiatriques. Or, on sait, c'est reconnu par les associations qui s'occupent de personnes avec des trajectoires migratoires, comme on dit pour faire chic. Eh bien, que celles-ci, ayant rencontré diverses souffrances, ça peut s'expliquer, hein, chez elles, eh bien, sont plus souvent atteints de troubles psychiatriques. Donc la prudence élémentaire, au vu de tous ces faits, au vu de notre incapacité à gérer sur le plan psychiatrique les malades, serait de ne plus accueillir de malades psychiatriques venant de l'étranger. Ça paraît assez évident. Alors Gilles William, comment justement sont gérés ces malades psychiatriques, puisque vous connaissez bien ce dossier? Est-ce qu'ils sont régulièrement réévalués? Dans quelles conditions sont-ils retenus? Ils sont examinés périodiquement, mais encore une fois, la psychiatrie, ça n'est pas une science d'une exactitude parfaite. Personne ne montre pas d'idée qu'il y a une sorte d'épidémie psychiatrique chez les fous d'Allah. Je veux dire, faut pas être un modèle d'équilibre déjà quand vous allez vous faire sauter dans une pizzeria avec une bombe. Donc par définition, ces gens-là ont quand même un petit quelque chose. Donc pardon, mais moi je suis très dubitatif là-dessus. Vous pensez que la justice peut évoluer dans ce sens, c'est-à-dire, voilà, on parlait de responsabiliser, par exemple, les médecins qui sont chargés justement de suivre le parcours de soins de ces fous, puisqu'on ne juge pas les fous, nous, en France. Écoutez-moi, dès l'instant où on me certifie que si c'est un hôpital psychiatrique, si c'est une prison psychiatrique fermée pour certaines personnes et qui reste l'éternité, je m'en fous. Mais est-ce que ces malades restent justement pour l'éternité, comme vous le dites? Mais pas actuellement du tout. Oui, c'est ça. C'est quoi la durée moyenne, par exemple? Si on peut parler de durée moyenne. Vous savez, tout passe. De détention. Dans 5 ans. Dans 5 ans, malheureusement, cette histoire-là, elle sera oubliée. Tout passe. Elle sera oubliée. Vous aurez un médecin, peut-être de bonne foi même, qui, lorsqu'il l'aura examiné, qu'il l'aura entendu, le type doit sans doute être très gentil, va lui expliquer qu'il est maintenant totalement guéri. Il y a une tentation, il y a un risque qu'il le fasse sortir. C'est comme ça la vie souvent. Si vous voulez, vous avez des médecins qui sont pas très politisés, qui peuvent parfaitement passer à travers. Ce que vous nous dites, c'est que ce comme type ça, la vie. Là, aujourd'hui, concrètement, le Mohamed El, meurtrier de Monsieur Gervais, il est détenu, il est retenu pour l'instant. Mais on ne sait pas pour combien de temps, à quel moment cette information est donnée aux familles des victimes. Mes chers amis, Monsieur Traoré, qui a été jugé à la fois antisémite et dingue d'une certaine manière. Je suis incapable de vous dire s'il est encore dans là, vous parlez de Mireille Knoll, du procès de Mireille Knoll. Oui, non, de Sarah Halimi. Oui. Eh bien, je suis incapable de vous dire s'il est encore dans un hôpital psychiatrique ou en liberté. C'est fou, ça. Hein. C'est dingue. Mais je suis incapable de vous dire. On ne sait pas où il est. Mais je n'ai pas moyen de le savoir. Et donc, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler concrètement? Parce que sur le suivi de ces personnes atteintes de troubles psychiatriques graves. Mais il y a tellement à faire. Vous savez, ils sont nombreux. Ils sont extrêmement nombreux. C'est Sisyphe d'une certaine manière. Mais pardon, je comprends, je partage et l'indignation et l'inquiétude de Madame Gervais, dont d'ailleurs, je vous signale, lorsque c'est arrivé, ça a été le meurtre. Il va chercher les mômes devant une école catholique, c'était le meurtre le plus total. Le statut effectivement de victime, voilà, il y a des bonnes et des moins bonnes victimes.